Alors aujourd'hui, on va continuer et là c'est la partie chiffrement. Chiffrement, déchiffrement, intégrité des données. On va survoler brièvement et rappeler le principe. Quand on parle de chiffrement, on a deux types de chiffrement. On a du symétrique et de l'asymétrique. Ok? Donc le chiffrement, c'est quoi? Bah, c'est la méthode en fait pour brouiller les données dans un format qui permet qu'à des individus autorisés de pouvoir les comprendre. Alors, contrairement au hash, les données chiffrées peuvent être retournées, revenir à leur état initial pour révéler le message. Et malheureusement, le hashing, non, ça peut pas être, comment dire, déchiffré, ok? Pour voir les données originales, mais on peut quand même casser les fonctions de hachage, ça vous le savez, ok? Donc c'est la grosse différence entre le hash et les données chiffrées. Les données chiffrées, c'est dans les deux sens. Une fonction de hachage, c'est uniquement dans un sens, initialement. Après, vous savez que on a des combines, ok? Pour venir à la fin. Donc je vous mettrai le blog de Cloudflare, qui est cette grosse société qui protège la plupart des grosses entreprises. Et ils connaissent bien le sujet, mais on va revoir quand même, comprendre le principe de d'asymétrie et de symétrie. Ok? Voyons la symétrie. Ok? Alors la symétrie, c'est quoi? Eh ben, on va utiliser la même clé. Vous savez qu'on parle de clé en cryptographie, en cryptanalyse, pour chiffrer et déchiffrer la donnée. Ok? Imaginons que j'ai installé un programme et je vais me servir de GPG pour chiffrer un fichier. Imaginons que je veux chiffrer le data.txt. Je vais lui dire gpg-c et data.txt. Ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Bah, il va me demander un mot de passe, ok? Et une fois que j'ai rentré le mot de passe que je souhaitais réutiliser, c'est le principe de clé, eh ben, il va me créer un second fichier à partir de data.txt qui va s'appeler data.txt.gpg. Ok, double extension, mais là on voit que ça prend l'extension GPG. Ça veut dire que ça y est, on vient de chiffrer notre fichier data.txt. Donc, si vous faites un 4 sur le fichier GPG, vous allez voir que c'est un gros bordel. Je vous montre tout de suite pour que ça vous parle. Donc, je vais me créer un fichier qui s'appelle toto.txt, touchtoto.txt. Ok. Je vais lui dire echo euh, ceci est top secret. Ok, on va s'amuser un peu, on va mettre dans toto.txt. Ok, maintenant je chiffre. Ok. Donc là, ça me demande ma passphrase. Ok, vous savez qu'on parle pas de mot de passe, on parle de passphrase dès qu'on parle de chiffrement. Ok. Alors, la phrase, ça sera suis, je vais écrire proprement, pardon, je suis tout le hacker. Ok. Donc là, on voit bien. On me la redemande tout. Oh, échec. Pourquoi il me fait ça? Ok, bon, on va faire plus simple. Toto le hacker. Toto le hacker. Donc je vais la prendre quand même, ok? Je me prends pas la tête. Et là, alors avec sudo, il a pas l'air de... Donc n'utilisez pas sudo, utilisez gpc. Et là, on voit bien que maintenant qu'on a notre fichier chiffré symétriquement, voilà, c'est totalement illisible. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de chiffrer un fichier. Ok? Toto.txt, dans l'exemple, c'était data.txt. Donc GPG, qu'est-ce qu'il fait?
Et ben en fait, il utilise l'algorithme AES, ok, pour chiffrer les données. C'est un peu cet algorithme qu'on utilise qui a été inventé par le NIST, le NIST, hein, qui s'occupe en fait de la cybersécurité de l'ensemble des agences fédérales américaines. C'est l'équivalent un peu de notre ANSSI en France, ok, ANSII. Allez voir. C'est eux qui protègent les opérateurs de vitaux, comme on dit dans le jargon. Donc cet algorithme, il est assez rapide. Et vous savez que le principe de chiffrement, déchiffrement, eh ben oui, il y a des algorithmes qui vont être plus rapides que d'autres. Et certains algorithmes peuvent même être cassés, ok, rapidement. L'AES, on s'en sert, si vous utilisez BitLocker, vous allez utiliser de l'AES 256 pour chiffrer vos disques durs, par exemple, sous Windows, ok. Donc, c'est très utilisé. Donc maintenant qu'on a chiffré les données, on va l'envoyer à un ami. Je vais pouvoir l'envoyer même sur un canal de communication qui n'est pas chiffré. Pourquoi? Parce que je m'en fous que le canal de communication soit chiffré, puisque ma donnée en entrée est déjà chiffrée. Ok? Ça veut dire, quel est l'avantage du chiffrement? C'est qu'on peut se passer de protocoles de communication qui sont chiffrés. Ok? Puisque qu'est-ce que fait le protocole de communication? Et ben justement, il va prendre toutes vos données, vos communications, il va les chiffrer, on va faire du chiffrement point par point, ce qu'on appelle du P2P. Ok. Pourquoi point par point? Parce que bah on chiffre à un point de terminaison et on déchiffre à l'autre point de terminaison, le endpoint. Ok. HTTPS fonctionne exactement comme ça. Ok. Ou SSH. Donc maintenant, si j'ai envie de décrypter, si Bobby, je lui envoie mon message, le message est intercepté, je m'en fous, il est chiffré. Par contre, quand lui l'a récupéré, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, il peut le déchiffrer. On a vu C, on en chiffre, hein, C comme cipher, et D bah, comme decrypt, hein, retenez-le comme ça sera beaucoup plus simple. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? Bah lui aussi, il a GPG sur son ordinateur en fait. Et là, il va dire, bah écoute, ouais, Toto. Ok. Donc, on voit bien qu'on peut chiffrer, déchiffrer, hein, les données sans problème. Ok? Donc là, il m'a pas demandé la clé. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà préenregistrée sur mon ordinateur. Bobby, mon copain, ok? Si je lui passe, eh ben, bien sûr, il aurait fallu qu'il rentre la clé. Et la clé, on l'a vu, c'était Toto le hacker. Ok? Donc là, on voit bien que les données étaient chiffrées avec AES 256.cfb. Donc là, vous voyez bien que il n'y a pas de problème. On chiffre, on déchiffre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du symétrique. Pourquoi du symétrique? Parce que j'ai utilisé la même clé pour chiffrer. Et Bobby, s'il veut déchiffrer, bah, il faudra aussi qu'il ait la même clé. Et la même clé, c'est quoi? C'est la fameuse passphrase. Dans notre exemple, j'ai mis quoi? Toto, le hacker. Donc ça, c'est chiffrement symétrique. Maintenant, voyons la partie asymétrie. Ah, il reste encore un peu de choses. Pardon. Donc l'intégrité des données aussi, c'est important en fait, hein. On peut récupérer un hash d'un fichier qui a été chiffré et le partager à la fois avec l'émetteur et l'envoyeur, ok? Pour s'assurer que, bah, en plus, la donnée n'a pas été tempérée, qu'elle n'a pas été modifiée pendant le transit, ok? Il peut y avoir une attaque de l'homme du milieu et une partie adverse tempère les données, les modifie à la volée et vous les renvoie. Vous pensez télécharger le fichier original, vous téléchargez une version qui a été modifiée, ok? Et qui peut éventuellement contenir un virus qui va venir vous pirater. Donc, sous Linux, je vous l'ai déjà montré, mais on a la somme MD5, hein, et eh ben on va voir. On va se calculer la somme sur Toto, et après on va voir la somme sur le GPG. Alors, MD5 somme sur Toto.txt. Ça donne quoi? Ok, donc ça, c'est la valeur de H, ok? Maintenant, on va lui demander, bah écoute, tu me fais la même chose, mais je veux que tu me calcules la valeur de H sur quoi? Bah sur le fichier qui a été chiffré. MD5. Ok. Donc vous voyez déjà ce qui est normal, hein, on a chiffré le fichier, la valeur de H change. C'est normal, ok? Puisque bah, il était lisible, là il est illisible. Donc on a fait des opérations dessus, donc la valeur de H est modifiée en conséquence. Ok? Donc, le meilleur exemple que je peux vous montrer,
Je vais lui dire, écoute, écho, ceci est très important. Donc je lui rajoute ça. Je vais lui dire, écoute, tu me mets ça en deuxième ligne, ok? Dans toto.txt. Si je fais un 4 sur toto.txt classique, il me dit quoi? Bah, il y a deux lignes. Et en effet, si je recommence à faire la somme, même sur celui qui n'est pas chiffré, comme je viens de rajouter une deuxième ligne, la valeur de h va être modifiée également. Ok? Donc on voit bien que le fait d'ajouter une ligne, ok, ceci est très important, on voit que la valeur de h a également été modifiée. Ok? Elle est différente de celle du fichier chiffré et elle est différente du fichier original qui contenait qu'une ligne. Ok? Donc on voit bien que la fonction de hachage, les fonctions de hachage, ça peut être extrêmement utile. Ok? On n'a pas l'habitude, mais je vous ai dit, prenez ce réflexe. euh, je vous montre un truc. Si on va choper une image de Kali Linux, s'assurer de l'intégrité et de l'origine, hein, de la source, qu'est-ce que je vais faire? Imaginons que je veuille télécharger. Ok? Je vais télécharger, je veux un bare metal. Ok? Là, c'est la version un peu sécurisée. Hop. Là, que j'ai quoi? Si je descends un peu, pas trop vite, calme-toi, tu seras gentil. Voilà, vous voyez que j'ai le sum. Ok, imaginons que je veux prendre cette version-là, je lui demande le sum, et là il me dit quoi? SHA-256 sum. Ok, qu'est-ce que je fais? Je télécharge mon torrent ou mon fichier direct, et après qu'est-ce que j'irai faire? Eh ben, je vais faire un SHA-256 sum sur quoi? Sur un Kali.iso. Un exemple, hein. Et là, ça va vous donner la valeur. Vous vérifiez que la valeur, eh bien là, celle-ci. Si ce n'est pas cette valeur, ça veut dire que pendant le téléchargement, il y a des paquets qui ont été perdus, l'archive est corrompue. Je vous déconseille d'installer un système d'exploitation à partir d'une image qui est corrompue. Vous savez ce que ça peut engendrer. Sinon, ça veut dire que c'est une fausse image. Ok, c'est pas le site légitime Kali qui vous a envoyé l'image. Ok, donc on peut injecter éventuellement des virus dans votre image. Vous l'installez et vous installez tout simplement un Kali Linux avec une porte dérobée préinstallée. C'est cadeau. Ok, ou non, voilà, c'est les deux cas. Soit le fichier a été temps repéré, soit il a été corrompu. Dans les deux cas, on n'en veut pas. Ok? Si j'ai ça, j'ai cette valeur, je sais que j'ai le bon fichier, qu'il n'est pas corrompu, je peux donc l'installer sur ma machine. Ok? Donc ça, c'était la symétrie. Maintenant, l'asymétrie. Ok? L'asymétrie, ça bouffe un peu plus en termes de puissance de calcul. C'est pour ça que dans les protocoles, très souvent, on utilise une première phase en symétrique et après, on va faire une deuxième phase de chiffrement et d'handshake, d'établissement des communications pour les protocoles chiffrés via de l'asymétrique. Ok? Euh, donc autant avec un gros ordinateur et un navigateur web, vous pouvez vous permettre d'utiliser des chiffrements costauds, ok? Par contre, avec un processeur ARM, une tablette, un smartphone, et encore, maintenant ils ont des puces dédiées qui permettent de faire du chiffrement, mais c'est pas la même puissance de calcul, donc forcément, eh ben vous pouvez pas demander des algorithmes de chiffrement dingues enfin encore, vous me direz, avec les derniers iPhones, ils sont tellement puissants, ils sont capables de le faire. Mais bon, il y a quelques années, grosso modo, nos téléphones portables étaient pas assez puissants pour faire que de la symétrique, par exemple. Ok? Donc il fallait trouver des sortes de, comment dire, d'équilibre entre le temps de calcul pour chiffrer, déchiffrer, ok, et la facilité pour l'utilisateur, l'ergonomie. Et vous savez qu'un utilisateur qui patiente, hein, que ça soit sur son ordinateur ou sur son téléphone, eh ben c'est un utilisateur qui est mécontent. Ok, les gens n'ont aucune patience. Ils veulent que ça aille tout de suite, que ça marche tout de suite, que ça aille très vite. Ok, donc c'est toujours le problème en sécurité, en crypto. Est-ce qu'on va utiliser des chiffrements qui sont lourds, mais qui vont considérablement ralentir les opérations, hein, voire faire crouler sous les instructions eh ben, des processeurs qui sont faibles, qui ont pas beaucoup de puissance en virgule flottante, ou à l'inverse, ben, on va utiliser des algos qui vont tout de suite très vite,
mais qui sont moins sécurisés. Voilà. Ça, c'est le principe, la grande théorie, on va dire. Maintenant, reprenons. Alors, l'asymétrique. L'asymétrique, en fait, c'est quoi? Bah, c'est tout le temps public, privé. Ok? Quand je fais un SSH qui gêne, ok, j'ai deux choses. Le SSH, c'est justement de l'asymétrique. Comment je sais ça? Je veux dire qu'il gêne, ok? Il me dit, est-ce que tu veux créer l'ID RSA? ID RSA, je vous ai toujours dit, c'est ma clé privée, ok? Je ne la partage avec personne. Ma clé publique, je la partage avec tout le monde. Donc comment ça se passe? Je vais vous montrer avec SSH. On va lui dire, écoute, est-ce que tu veux l'enregistrer dans Home Saltimbanque, dans le fichier caché? Oui. Ok? Passphrase, pareil, je vais utiliser Toto le hacker. Ok? Je redemande une deuxième fois, je retape le même. Ok. Donc là, il nous a généré une clé RSA. Je vais dans mon fichier caché. Enfin, mon dossier caché. Et là, j'ai quoi? J'ai le non-host. Ça, c'est toutes les machines auxquelles je me suis connecté. Ok? Ça fera une sorte de pré-enregistrement. J'en aurai pas besoin à chaque fois de demander est-ce que tu veux télécharger le certificat numérique et installer les clés et de connecter. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ça, je la divulgue surtout pas. Ok? Et l'ID RSA pub public, ok? Donc ça, je vais pouvoir envoyer ce fichier à n'importe qui, ok? Il va le mettre sur son ordinateur et il va dire, écoute, moi je veux me connecter en tant que Toto, ok? Ou alors non, je veux me connecter au PC de Toto le hacker, mais moi je m'appelle Tata, ok? J'ai son adresse IP, ok? Et qu'est-ce que je veux? Bah je veux utiliser sa clé de chiffrement public, ok? Ou je peux même, je crois que j'ai même pas besoin de faire ça, en fait. Je peux faire un ID RSA, ID RSA, on va tester. Non, il faut quand même le host. Donc il faudra quand même l'adresse IP, imaginons Tata, plus l'adresse IP de mon ordinateur. Mais grosso modo, la clé publique permet bah, d'établir la communication avec mon ordinateur et après, si l'adresse IP et un mot de passe que je pourrais lui fournir, la personne peut se connecter en SSH à mon serveur. Ok? Grosso modo. Mais jamais je lui donnerai ID RSA. Ok? Pourquoi? Parce que ID RSA, c'est ma clé. Si il arrive à lire ma clé, voilà. Là, vous avez ma clé privée. Vous pouvez la copier dans un navigateur, l'utiliser pareil avec SSH ID RSA, ok? Et là, bah, vous connectez directement à mon ordinateur sans mot de passe, puisque le mot de passe, c'est la clé de chiffrement, ok? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement brûler les clés que je viens de générer et j'en créerai d'autres. Voilà. Donc SSH Keygen. Donc c'est ce principe. ID RSA, les privé, ID RSA.pub, clé publique. Ok? Donc c'est ce que je vous disais. Les clés USSH, elles peuvent être privées ou publiques. Si on génère une clé privée, et on a également une clé publique, ok? Et la clé publique, on parle de dérivation. Elle est dérivée à partir de la clé privée, ok? Et une fois que j'ai placé, comme je vous disais, la clé publique sur mon serveur, eh ben n'importe qui peut se connecter à la machine, ok? S'il utilise la clé privée euh, qui va permettre bah, de déchiffrer en fait le mot de passe et d'accéder à l'ordinateur. Donc on a une clé publique qui va permettre de chiffrer les messages et ça peut être uniquement déchiffré par ma clé privée, ok? Et si j'utilise ma clé privée à l'inverse pour chiffrer un message, ça peut être uniquement déchiffré via la clé publique, ok? Donc, je vous ai montré comment faire ça avec SSH Keygen. On peut tout à fait maintenant utiliser OpenSSL pour générer euh, des clés. Ok? Là, je vais lui demander de générer des clés de 912 bits. 8912 bits. Ok? De long, c'est là, c'est l'indication. OpenSSL, je lance le programme. Je fais un gen RSA. Ça veut dire génère-moi une clé RSA. Je lui dis je veux le protocole AES 256. Le fichier de sortie, je veux qu'il s'appelle private key. Ok? À l'inverse, si je veux une clé publique,
Alors, n'oubliez pas, attention, parce que là, c'est un peu chiant. Une clé publique, la syntaxe, elle est un peu différente. Ok? Déjà, on n'a pas besoin de préciser le nombre de bits. Et là, on lui dit juste RSA, in. Eh ben, tu prends quoi? Tu prends la clé privée que je viens de générer. Ok? Et out, mais c'est plus out, public key. Ok? Donc la public key, c'est la clé publique. La private key, c'est la clé privée. Donc on va voir ça ensemble, vite fait. Allez, hop, je vais lui demander. Voilà. Donc il utilise deux prime pour générer une clé de chiffrement de 8912 bits. Ok? Passphrase, pareil, je vais mettre plutôt. Ok, parfait. Donc là, j'ai quoi? J'ai ma private key. Maintenant, je lui demande quoi? Je lui demande de générer la clé publique à partir de la clé privée. On la dérive. C'est parti. Ok. Donc là, il n'y a que moi qui connais, mais Toto, voilà, il a écrit la clé RSA. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide, ok? Puisque quand on dérive une clé publique d'une clé privée, la clé privée a déjà été générée et c'est elle qui met le plus de temps. Vous avez vu qu'il nous faut quelques secondes pour pouvoir générer ces clés de chiffrement. Voilà, maintenant j'ai ma clé privée, j'ai ma clé publique, je suis tranquille, je peux les distribuer, les installer sur mes serveurs pour que les gens puissent se connecter avec, ni plus ni moins. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux m'en servir pour me connecter, mais je peux m'en servir aussi pour chiffrer, puisque le cours là, c'est sur le chiffrement. Qu'est-ce que je lui dis dans cette syntaxe? Eh ben, je vais lui dire, écoute, sudo nano plain text, ok? Euh, Message en clair, ok? Et là-dedans, message en clair, ok? C'est un exemple. Vous l'avez bien compris. Donc, j'ai mon plain text. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, bah, tu utilises OpenSSL, ok? Là, tu fais un RSA-UTL, hein, donc tu utilises en fait RSA. Pourquoi? Pour encrypter, donc pour chiffrer en bon français. Tu vas faire PUBIN, ok? InKey, donc tout ça, c'est pour préciser ces deux arguments. Quoi? Notre clé publique, ok? In, qu'est-ce que je veux comme fichier? De traiter plain text, ok? Et en sortie, je veux qu'il s'appelle encrypted.txt. Ok? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je chiffre avec ma clé publique un fichier qui s'appelle plaintext.txt via le RSA et le résultat final deviendra un fichier qui s'appelle encrypted.txt. Ok? C'est ce qu'on va faire. Vous allez voir, ça marche, pas de problème. Il suffit de mettre les bons arguments, les bons noms. Donc la syntaxe, vous voyez que c'est un peu costaud. À force de pratiquer, vous allez être à l'aise. Ok. Là, j'arrive plus du tout à lire. Pourquoi? Bah, c'est normal. Ça a été chiffré. Ok. Et là, je peux faire un file sur encrypted et il va me dire quoi? Voilà. C'est de la donnée, mais de la donnée chiffrée. C'est maintenant illisible. Ok. Donc maintenant, opération inverse. Je supprime plein texte. Sudo, comme ça je triche pas. Ok. Ok. J'ai plus plein texte. Je fais l'opération inverse. Qu'est-ce que je veux? Pareil, RSA, UTL. Là, c'est plus encrypt, c'est decrypt. Ok. In key, bah, clé privée. Ok. In encrypted, puisque c'est le fichier d'entrée hein, qui est chiffré. Et en sortie, je veux quoi? Eh ben, je veux un fichier en clair. Ok. Ça marche. Bien sûr que ça va marcher. Donc, j'avais dit quoi? Toto, 4, plein texte, message en clair. Ok? Donc maintenant, vous savez vous servir, ok? À la fois générer des clés SSH pour vous connecter à votre ordinateur à distance ou des personnes se connectent à votre poste client ou poste serveur, comme vous voulez. Et on a vu comment utiliser notre ami OpenSSL, ok, pour pouvoir gérer hein, le principe de chiffrement, déchiffrement
via des clés publiques, clés privées, puisque c'est asymétrique, ok? Et là, vu la longueur de clé et la ES 256, honnêtement, il faudra des siècles pour casser avec un ordinateur à 3 000 € euh, ce type de chiffrement. Ok? Si vous n'êtes pas la NSA, oubliez, ça sert à rien. Ok? Donc voilà, c'était une petite introduction au chiffrement. Chiffrement, déchiffrement. Je rappelle, en français, on ne parle pas de cryptage, de décryptage. Ok? On fait la faute souvent, mais en français, on parle de chiffrement, déchiffrement. Et on a vu le principe de symétrie et d'asymétrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va passer à l'exercice. Ok? Donc, je pense que j'ai des fichiers chiffrés et bah, on va les péter. Donc, je sauve et j'ai une archive. Alors, déjà, il nous dit quelle est la somme MD5 du fichier chiffré. On va aller voir ça. Donc, je vais dans téléchargement. J'ai un fichier zip. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah écoute, unzip, mon gars, unzip. Ok. Donc, trois fichiers dérivés de l'archive. Ok. On a une private key. On a note2 encrypted.txt. Et bah, là, c'est sûr, le note 1, je pourrais pas le lire. Il est chiffré, mais je vais vous montrer. Le Note 2, est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Ouais, pas mieux non plus. Ok. Donc, comment je peux faire ça? Et on a notre clé privée. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il nous demande? Quelle est la somme, la H-somme pour Note 1? Alors, comment je fais ça? Bah, tout simplement, MD5 somme Note 1. C'est bon, mon gars. Surtout pas de stresser. Oui, bonjour. Sérieux, là? D'accord. Ok. Donc là, il nous demande comment Comment Bob, où est-ce que Bob, que l'elfe Bob a demandé à Alice de se rencontrer? J'en ai strictement aucune idée. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux commencer à attaquer avec la clé privée. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser la clé privée. Je vais dire un petit OpenSSL RUTL. Je veux quoi? Du decrypt, comme vous l'avez compris. In, je veux quoi? Pas du tout. Je veux ma note. 1. Ok, note 1 GPG, parfait. Alors, la passphrase. Ah ah, comment je peux faire? Donc, on voit que là, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout simplement le mot de passe de la clé privée, ok? Elle s'est protégée. Euh, Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je pourrais pas éventuellement essayer de feinter? Je lui demande de générer une clé. On va essayer de générer une clé in. Tu me prends private, ok? Et je veux que tu me génères pbworld out la public, ok? Alors, pareil, on n'a pas le mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tenter un GPG, un decrypt, un D. Tout à l'heure, on avait testé, on va tester sur notre 1.
Donc là, on voit qu'il y a il y a bien une phrase. Donc, hint, allons voir. Ok, ils sont cool, ils nous donnent la clé. Réessayons maintenant avec cette clé. Ça donne quoi? Alors, essayons comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait un decrypt inky en plein texte. Je lui rentre. Et il me l'a pas prise, bâtard. Ok, ça là, ça passe. Avec un petit sudo des fois. On va comprendre. Des fois, il faut utiliser sudo, des fois, il faut pas sudo. Bref, qu'est-ce qu'il nous dit? Je te rencontrerai en dehors de Santa Grotto à 5 heures de l'après-midi. Ou de la grotte du Père Noël, pardon, excusez-moi. Donc, ok. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à déchiffrer l'autre fichier. Ok? Comment on peut faire ça? Bah pareil, on a de l'aide. Heureusement, private password is hello. Ok? Donc, bah pareil, on va se faire un hello. Je vais lui dire quoi? Je retente mon truc. Je veux que tu me décryptes à partir de la clé privée. Je veux quoi? Un fichier note 2 et tu me le mets en plein texte. Hello? Et là, pas de problème. On l'a. 4 plein texte. Ok? Donc vous voyez comment on peut jongler avec à la fois GPG hein, et notre ami OpenSSL. Donc voilà, c'était une petite introduction, ok. Dès que vous voyez l'extension .gpg, ok, ça veut dire GNU Privacy Guard, ok. Donc c'est un logiciel libre qui est basé sur OpenPGP et PGP et qui permet de chiffrer, de déchiffrer des choses en utilisant l'algorithme AES en se servant de paires de clés. Clé privée, clé publique. Je répète, clé privée, clé publique. Je répète, clé publique, tu la donnes à qui tu veux, clé privée, tu la gardes pour toi. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et bah, l'OpenSSL, hein, allez voir, hein, c'est extrêmement utilisé. Ok? Et c'est une boîte à outils de chiffrement hein, qui permet d'utiliser des bibliothèques, hein, la fameuse libcrypto, libSSL, ok? Et qui nous permet l'implémentation d'algorithmes cryptographiques et du protocole de communication SSL-TLS. Hein. Honnêtement, vous le connaissez, à chaque fois que vous utilisez du HTTPS, en fait, c'est un protocole de communication SSL, c'est Secure Socket Layer et TLS, ok? TLS, je vais même oublié ce que ça voulait dire. Excusez-moi, petit trou de mémoire. Transport Layer Security, voilà. Ok, donc allez voir ça, pareil, si vous ne connaissez pas le principe, puisque c'est ce qui fait fonctionner Internet hein, au quotidien. Chaque fois que vous allez HTTPS, eh ben c'est depuis 2009 le TLS qui est utilisé. Ok, et après on a le protocole SSL initié en 94 et on a maintenant des versions. Ça a évolué. Hein, ok, là on est en TLS 1.3 en 2018 et ça continue d'évoluer. Ok, tous vos navigateurs utilisent ça.
la fameuse extension HTTPS Everywhere que j'utilise, qui est là, ok? Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça force, hein, l'usage de SSL TLS sur tous les sites, ok? Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous mettrai les ressources, allez voir, c'est intéressant, et comprendre ce principe de chiffrement symétrique et asymétrique. Ciao, ciao!